Bonjour, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire La presbyacousie, perte auditive liée à l'âge, mieux la comprendre pour mieux agir. Un webinaire organisé par la mission universitaire sur la gériatrie et le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, en collaboration avec le laboratoire en audition et vieillissement du Centre de recherche de l'IUGM. Je suis Marie Saint-Louis, chef de service de la mission universitaire. Il me fait extrêmement plaisir d'être votre animatrice pour cet événement que nous organisons aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des aînés. Vous êtes nombreux en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci de votre présence. Vous êtes tous là partout autour de la province, que vous soyez intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, partenaires communautaires ou personnes concernées par la santé auditive. Bienvenue à ce webinaire. Il s'agit d'une première activité d'une série qui vise en fait à valoriser les bonnes pratiques et présenter les données probantes en lien avec la santé auditive. Ces connaissances seront utiles notamment dans le cadre du dépistage auditif. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous inviter à vous joindre à cette présentation pertinente qui aborde cet enjeu de taille, la perte auditive liée à l'âge. Pour ça, aujourd'hui, nous avons le privilège et la joie de recevoir Claudie Bourgeois, qui est gestionnaire de recherche au laboratoire en audition et vieillissement du Centre de recherche de l'IUGM. Claudie a une maîtrise professionnelle en audiologie. Elle est riche d'une expérience variée en milieu hospitalier, en clinique privée entre 2017 et 2024. De 2018 à 2020, elle a développé un programme de mentorat par les pairs en audition avec l'organisme Audition Québec, programme maintenant connu sous le nom d'Entraide Audition Québec. Elle a également tenu le rôle de coordonnatrice de la recherche, puis gestionnaire de recherche pour le laboratoire en audition et le vieillissement du CRUGM de 2018 à aujourd'hui. Aujourd'hui, Madame Bourgeois va nous parler des signes et des impacts de la presbyacousie. Quelle différence entre un dépistage auditif et une évaluation audiologique? Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre les différents services et les professionnels liés à l'audition et de savoir ainsi orienter une personne malentendante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques petites informations techniques. Sachez que le webinaire est enregistré à des fins de diffusion. Un lien vous sera envoyé suite à l'activité. On vous invite également à déposer vos questions par le biais du clavardage. Et si éventuellement vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas de communiquer également par l'espace clavardage. La présentation sera suivie d'une période d'échange. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence. Donc, merci beaucoup, Marie, pour l'introduction. Donc, effectivement, on va se lancer donc tout de suite dans la présentation. Et on pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures, mais on a seulement une heure aujourd'hui, donc on va essayer là, d'aller dans le vif du sujet. Donc, la première chose dont on voulait parler aujourd'hui, c'est comment reconnaître les signes de la présence d'une perte auditive. Donc, de façon normale, l'audition, comment ça fonctionne? Bon, le son va entrer au niveau là, de l'oreille, va venir faire vibrer le tympan et les osselets. Ensuite, ça va stimuler les cellules qui sont à l'intérieur de la cochlée. Ils vont donc bouger et ça va envoyer l'influx nerveux là, donc jusqu'au cerveau. Et c'est de cette façon-là qu'on entend, globalement. Euh, Par contre, il peut y avoir là, plusieurs enjeux qui peuvent survenir et qui vont faire en sorte qu'on va moins bien entendre. Donc, il peut y avoir des facteurs environnementaux ou externes, par exemple la présence de bruit ou le fait que notre interlocuteur est plus loin. Ben, à ce moment-là, effectivement, on va moins bien entendre. Mais il y a aussi toute la portion qu'on va classer dans les pertes auditives. Il y a différents types de pertes auditives. Je n'irai pas dans le détail, mais globalement, bon, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'oreille externe, un bouchon de cérumen, un corps étranger dans le conduit auditif, etc. Donc, ce serait une perte conductive. On a aussi un autre type de perte conductive que c'est lorsque il y a quelque chose qui bloque plus au niveau de l'oreille moyenne, soit de la présence de liquide, des otites, des choses comme ça.
Ou finalement, le troisième type, on parle de la perte neurosensorielle. Et c'est ce type de perte auditive-là qui est en lien avec la presbyacousie, donc la perte auditive liée à l'âge. C'est donc des dommages au niveau là, de l'oreille interne. Donc, souvent dans le cas de la presbyacousie, on va voir des dommages au niveau des cellules qui se trouvent dans la cochlée. Et c'est un type de perte auditive qui est permanent. La perte auditive liée à l'âge, comme je disais, c'est neurosensoriel. Donc, contrairement à juste, par exemple, la présence d'un bouchon de cérumen, bon, premièrement, c'est permanent, contrairement au bouchon de cérumen qu'on peut faire retirer, mais il y a aussi que ça ne fait pas juste boucher les oreilles, c'est pas juste qu'on va entendre moins fort, on va aussi entendre moins clairement. Donc, la clarté des sons va également être impactée. Donc, on va souvent percevoir comme une espèce de distorsion au niveau des sons également, ce qui fait en sorte que ben, c'est plus que juste entendre moins fort. Ça a vraiment un impact sur, on peut confondre des sons, avoir l'impression que la personne marmonne, que c'est pas clair, là. Donc, c'est vraiment plus que juste une perte au niveau de l'intensité des sons. Bon, j'avais fait une petite image, là. Vous voyez que, par exemple, une audition normale, c'est écrit gros, c'est écrit clair, et plus on a une perte auditive importante, plus il va manquer vraiment des informations et que ça va être plus difficile. Il y a certaines lettres moins claires, plus pâles que d'autres et tout. Donc, voilà. La perte auditive liée à l'âge, donc la presbyacousie, ça débute généralement autour de l'âge de 50 ans. C'est pas tout le monde qui va avoir une presbyacousie. Ça va toucher, ben, naturellement, plus on vieillit, plus il y a beaucoup de personnes qui vivent avec une perte auditive. Mais ça touche quand même beaucoup de personnes. On parle d'environ une personne sur trois à 65 ans et plus, et on se rend là même jusqu'à trois personnes sur quatre à 85 ans et plus. Donc, c'est quand même ça touche beaucoup de personnes et c'est d'où l'importance de sensibiliser à ce niveau-là et de bien se renseigner sur les conséquences de la perte auditive. Et je le note, là, c'est souvent une mauvaise conception qu'on a de la perte auditive. Avoir une perte auditive, ça ne veut pas dire ne rien entendre. Il y a différents degrés de perte auditive. Donc, il y a certains sons qui peuvent rester très bien entendus par une personne qui a une surdité importante parce que tous les sons ne seront pas affectés de la même façon. Au quotidien, donc, les signes qu'on peut repérer pour une personne qui aurait une perte auditive, bon, ben, les sons faibles, on va les entendre, on va pas les entendre ou peut les entendre. Par exemple, le tic-tac d'une horloge, la voix chuchotée. Euh, il y a aussi les sons aigus qui vont, dans le cas d'une presbyacousie, vont souvent être les premiers sons qui vont être affectés et qui vont être le plus affectés également. Quand on parle de sons aigus, on parle par exemple des sifflements d'oiseaux, les cigales, ces choses-là. Et il y a aussi beaucoup de sons de la parole qui sont dans les sons aigus, ce qui peut entraîner des confusions. Par exemple, 6, 10, fil, cil. Et naturellement, il sera beaucoup plus difficile de comprendre dans un environnement d'écoute qui n'est pas idéal, comme quand il y a du bruit environnant, quand on ne voit pas l'interlocuteur, quand la personne est loin, quand la personne a un accent qu'on ne connaît pas. Tout ça, ça peut tout avoir un impact pour la compréhension. Et parmi les signes courants, il y a notamment faire répéter, monter le volume de la télé, de la radio, manquer des informations dans une conversation. Donc, des fois, on va répondre de travers, pas avoir compris la bonne question, manquer les blagues. Souvent aussi, on va avoir notre entourage qui peut nous faire des remarques par rapport à notre audition. Et on va noter beaucoup aussi la présence d'acouphènes. C'est pas tout le monde qui va en avoir non plus, mais c'est souvent quelque chose qui va apparaître. Donc, un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles, un son vraiment qu'on entend de façon constante ou intermittente et des difficultés au téléphone. Il y a beaucoup d'autres informations que je pourrais vous donner par rapport à ça, mais je vais vous référer en fait vers un livret qu'on a produit avec le laboratoire il y a quelques années. Et on l'avait fait dans le contexte de la COVID, mais il y a vraiment tout plein d'informations. C'est gratuit. Vous pouvez aller chercher en ligne. Le lien aussi va être disponible sur la page de l'événement euh, pour aller visionner en fait ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Il y a plein d'informations pertinentes en lien avec la perte auditive. Et comme je disais, c'est gratuit, donc vous ne perdez rien à aller le consulter. Donc, on va maintenant passer à la deuxième portion, donc comprendre les impacts de la perte auditive, de la presbyacousie, en fait, là, dans un contexte de soins de santé. De manière
plus global, là, au quotidien, une personne qui a qui a une perte auditive, ça va entraîner une fatigue ou un épuisement auditif, notamment parce que c'est un peu comme si la personne, tout au long de sa journée, plutôt que d'avoir un beau texte écrit en Arial 16, ben, on a justement le texte un peu troué que je vous montrais tout à l'heure. Donc, toute la journée, il faut se concentrer encore plus fort pour aller, bon, au lieu de lire, ce serait vraiment entendre les différents sons, compenser au niveau là, cognitif, en fait, de faire un effort supplémentaire pour réussir à faire du sens de ce qui est entendu ou de ce qui est justement pas entendu. Donc, ça devient quand même quelque chose qui demande beaucoup plus d'efforts. Donc, les personnes vont souvent justement vivre plus de fatigue, un épuisement auditif à cause de la suppléance cognitive qui doit être fournie. On peut donc voir apparaître des maux de tête. Et il y a aussi toute la portion de la communication qui devient plus difficile et ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, de la dépression même dans certains cas, de l'isolement social parce que ça devient tellement difficile de participer dans certaines activités que souvent les personnes vont les délaisser tout bonnement. Ça peut aussi entraîner des conflits, soit dans la famille ou avec les proches, tout ça. Et à long terme, on voit aussi dans les études là, qu'il y a des liens avec une augmentation du risque de troubles cognitifs, problèmes de mémoire, démence, tout ça, et aussi une augmentation du risque de chute. Donc ça, c'est toutes des conséquences que la personne peut vivre elle-même. Par contre, il y a aussi une autre portion qui vient en fait pour les professionnels qui interagissent ou les intervenants ou du moins des personnes qui viennent en communication avec ces personnes-là. Donc, pour la portion plus intervenant, il y a des impacts aussi d'avoir un patient ou une patiente malentendante. La première chose, ben, en consultation, dans ce contexte-là, quelqu'un qui viendrait dans une clinique, par exemple, ben, la première chose à noter, c'est que c'est possible que la personne n'entend pas l'appel de son nom. Donc, la personne peut vivre aussi du stress ou de l'anxiété en lien avec le fait de manquer l'appel de son nom. Elle peut se tromper de salle et elle peut aussi aller beaucoup solliciter à la réception de demander est-ce que j'ai manqué l'appel de mon nom? Est-ce que c'est bientôt mon tour? Tout ça. Puis des fois, là, ça, je vais juste faire une petite mention là-dessus pour les agents administratifs. Euh, Si jamais vous avez justement un patient qui vient beaucoup vous solliciter là-dessus, bien peut-être de penser, ah, OK, peut-être que cette personne-là a peur de ne pas entendre son nom. Donc, de voir si c'est quelque chose qui est possible dans votre milieu, d'offrir, d'aller voir la personne quand son nom est appelé ou de la faire s'asseoir proche pour que vous puissiez lui faire un petit signe quand c'est son tour là, de se rendre à la consultation. L'autre chose, c'est quand on est avec la personne, donc l'infirmière, le médecin, la personne qui est l'intervenant qui est avec le patient, euh, ben, ça peut être très difficile de bien entendre les instructions, surtout quand on ne fait pas face à la personne ou quand on porte un masque. Euh, je dis ça parce que souvent, on va avoir tendance à noter les choses, prendre les instruments, tout ça, et parler en même temps. Mais une personne qui aurait des difficultés auditives, ça devient un contexte extrêmement difficile et considérant qu'on est dans un contexte de soins, ça devient anxiogène aussi, donc de porter une attention là-dessus. Les personnes qui sont malentendantes ont souvent besoin de voir la bouche, de voir les lèvres pour bien comprendre et vont avoir tendance à confondre, comme je disais, des sons. Donc, ça peut avoir un impact. Un comprimé aux 6 heures ou un comprimé aux 10 heures, c'est pas la même dose. Donc, c'est important là, d'utiliser des bonnes stratégies de communication qui sont aussi présentées dans le livret, d'avoir une parole claire et d'utiliser un support visuel ou du matériel écrit quand c'est possible. Maintenant, quand on tombe dans la portion télépratique, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, justement, soit de la visio comme on fait en ce moment ou par téléphone. Dans un contexte, par exemple, où on serait par téléphone, il faut savoir que c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a aucun visuel, ni eux, ni l'intervenant. Donc, ni le patient, ni l'intervenant n'ont de visuel. Donc, même pour l'intervenant, on ne peut pas voir est-ce que la personne semble ne pas comprendre ce que je suis en train de lui dire, puis il faudrait que je reformule. On n'a pas ce feedback-là, cette rétroaction-là. Donc, c'est important de valider auprès de la personne verbalement, là, de lui demander avez-vous bien compris? De lui demander à la personne de nous répéter ce qu'elle a compris, de reformuler aussi au lieu de répéter. Parce que si on reprend toujours les mêmes mots,
s'il y a des sons là, dans ce mot-là qui sont difficiles à comprendre pour la personne, ben, de le réutiliser, ça fonctionnera pas, ça passera pas mieux la deuxième fois ou la sixième fois. Donc, 10, 1, 0, on reformule. Euh, donc, voilà, parce que bon, le téléphone aussi, hein, le signal est beaucoup moins clair, donc les confusions de son peuvent être encore accentuées là, avec ce mode-là. Pour la visioconférence, encore une fois, le signal est moins clair que quand on est en personne. Par contre, il y a un certain pouvoir qu'on a, c'est de s'assurer qu'on a une bonne qualité de micro. Si vous avez un ordinateur portable et que c'est ça qui est utilisé dans un contexte de télépratique, ben, ce serait peut-être pertinent de tester, vous, qu'est-ce que vous entendez quand que vous parlez avec votre micro sur votre portable, parce que souvent, les ordinateurs portables, le microphone qui est intégré, la qualité peut être un petit peu douteuse. Donc, des fois, quand c'est possible d'acheter soit une webcam qui a un micro intégré ou un microphone externe ou un écouteur qui aurait un microphone, des fois, la qualité va être vraiment meilleure. Donc, ça peut valoir la peine si c'est quelque chose qui est fréquent là, de faire de la télépratique, de bien s'équiper à ce niveau-là. Et aussi de choisir un bon éclairage. Donc, de ne pas mettre une fenêtre derrière vous, sinon votre visage devient très obscur et ça devient beaucoup plus difficile là, de voir votre visage et donc de compenser avec le visage et les lèvres. Maintenant, en contexte d'évaluation, euh, c'est vraiment important de s'assurer que la personne entend bien avant de faire une évaluation. Surtout lorsqu'on est avec une population aînée de plus de 60-65 ans. Comme je disais, la perte auditive devient quand même fréquente dans cette population-là. Donc, c'est pas très long à demander, puis au moins, ça nous assure que, OK, bon, la personne, elle a peut-être des difficultés auditives, je vais le prendre en considération parce que sinon, on peut arriver à un mauvais diagnostic. Donc, ça a vraiment un gros impact. Par exemple, si je fais une évaluation cognitive, que je demande à une personne, OK, vous commencez à 100 puis comptez à rebours par bond 6, et que la personne entend par bond de 10, elle me fait la super tâche 190, 80, 70, mais c'était pas ça ma tâche. Donc, la personne va comme échouer cette tâche-là. Mais au final, c'est pas parce que c'est au niveau cognitif que ça bloquait, c'est qu'elle n'a pas entendu la bonne chose. Donc, vous comprenez comment ça peut devenir problématique quand même assez rapidement. Puis, bonne chose à savoir, là, le test cognitif, entre autres le MoCA, qui est quand même assez répandu. Il existe le MoCA pour les personnes malentendantes. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de s'informer si certains tests ont une adaptation justement qui est disponible. Et l'autre portion aussi qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des personnes qui sont malentendantes, mais qui sont appareillées, là. C'est pas tout le monde qui n'auront pas des appareils auditifs. Mais l'appareil auditif, hein, c'est pas un miracle qui fait en sorte qu'on entend exactement comme on entendait avec des oreilles sans problème. Euh, et ça a aussi des enjeux. Premièrement, par exemple, une personne qui serait hospitalisée, ben, c'est possible que l'intervention pour laquelle elle est présente requiert que ses appareils soient retirés durant l'intervention. Et par la suite, c'est important de s'assurer de lui redonner, de lui remettre les appareils auditifs, ou du moins de s'assurer qu'ils sont là, que la personne les a. Donc, vérifier que la personne porte ses appareils auditifs, c'est une bonne pratique. Mais il y a aussi, dans le cas où on est, par exemple, en hébergement ou même en hospitalisation, l'oreiller, la personne qui va être couchée sur la civière, l'oreiller peut être très proche du microphone, notamment pour les écouteurs qui sont vraiment externes de l'oreille. Ça peut créer un feedback qu'on appelle là, une rétroaction de son, un ciment au niveau de l'appareil. Et ça peut devenir un enjeu aussi. Donc, d'essayer de voir avec la personne ce qui peut être facilitant pour qu'elle arrive à bien vous entendre également. Il y a aussi façon là, d'identifier clairement que la personne a une perte auditive, soit avec une affiche au mur, au lit, des autocollants, de l'oreille barrée sur la carte d'assurance maladie. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui ont une difficulté auditive aussi devraient avoir en tête, là, que c'est des choses qui existent, donc de ne pas hésiter à utiliser ces outils-là. Donc maintenant, on va passer à dépistage auditif, évaluation audiologique. On entend souvent beaucoup de confusion là, par rapport aux deux. Ce n'est pas la même chose. Donc, je vais maintenant essayer de démystifier tout ça pour vous. Le dépistage auditif, c'est un excellent outil. Ça nous permet principalement en fait de déterminer si c'est pertinent d'aller faire une évaluation audiologique qui est donc plus approfondie. Pardon.
Le dépistage auditif, c'est vraiment un test qui est sommaire. Ça permet notamment de déceler qu'il y a un problème possible, mais ça ne permet en aucun cas de le définir ou d'avoir une exactitude dans un diagnostic, par exemple. Un dépistage, c'est quelque chose qui est moins précis qu'une évaluation audiologique et ça implique donc que des personnes qui n'ont pas de perte auditive pourraient échouer le dépistage auditif, comme on pourrait avoir quelqu'un qui a une perte auditive, mais qui réussit le dépistage auditif. Donc, la seule façon vraiment de confirmer la présence assurée là, d'une perte auditive et d'en connaître le détail, c'est avec une évaluation audiologique qui inclut des tests qui sont plus complets. Un dépistage auditif, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un questionnaire, bon là j'ai écrit du questionnaire papier, mais vous comprenez, un questionnaire écrit qui peut aussi se trouver en ligne là, avec des questions, oui, parfois non, des difficultés qui sont nommées, tout ça. Donc ça, c'est un type de dépistage. Il peut y avoir des dépistages sonores aussi. Il y en a qui existent sur Internet, il y a des applications mobiles, il y a plein de tests sonores qui existent. Des dépistages en milieu de travail aussi qui existent, là, des infirmiers et infirmières en santé au travail qui peuvent être sur les milieux de travail bruyants et qui font des dépistages auprès des travailleurs. Il y a bon, le dépistage en milieu scolaire aussi qu'on voit un peu. Et il y a les dépistages en cabine insonore qui peuvent être faits notamment avec des audioprothésistes. Donc, c'est vraiment le même, j'ai juste le terme anglais, là, le même setup, la même installation qu'une évaluation audiologique. Là. C'est dans une cabine insonore avec les écouteurs qui sont les mêmes que pour une évaluation. La différence sera, bien, premièrement, là, généralement, ça va être soit des audioprothésistes ou ça peut être des techniciens en ORL, des choses comme ça qui peuvent, euh, des choses comme ça, des personnes comme ça qui peuvent faire ce genre de test. Et la différence, c'est qu'ils font vraiment juste le test sonore aérien, qu'on dit là. Donc, ça nous donne des seuils approximatifs. Ça nous donne une idée de à peu près comment l'audition est à ce moment précis. Ça ne va pas plus loin. Ça ne nous permet pas de savoir est-ce qu'il y a un bouchon de cérumen puis que c'est juste pour ça que le son passe moins bien et que l'audition est moins bonne. Est-ce que c'est vraiment les cellules de l'oreille qui sont affectées? Est-ce qu'on a peut-être de la pression dans l'oreille, tout simplement, puis que dans 2, 3 jours, je vais entendre mieux? C'est pas défini dans le cas d'un dépistage auditif. Pour avoir ces informations-là, ça prend vraiment l'évaluation audiologique où est-ce que là, il va y avoir différents types de tests sonores qui vont être faits, des tests avec des mots pour valider. Il y a vraiment plusieurs étapes de tests. Mais en plus des tests, il y a une histoire de cas et une explication des résultats, conclusion, recommandation. Donc, l'histoire de cas, là, c'est vraiment un grand terme là, pour dire la personne va parler avec vous, le biologiste va parler avec vous pour déterminer là, un peu l'histoire de vos oreilles, l'histoire de votre audition. Est-ce que vous avez été exposé au bruit? Est-ce qu'il y a des médications qui sont prises au quotidien pour vraiment aller un petit peu là, chercher c'est quoi la cause de la perte auditive dans le cas où il y en a une et mieux la définir aussi. Puis, à la fin, vous avez naturellement aussi une conclusion pour dire voici votre perte auditive, quel est le type de perte auditive et le degré. Et il va faire des recommandations en lien avec les difficultés qui ont été identifiées durant l'histoire de cas. Donc, on va vraiment faire différents types de recommandations dans une consultation en audiologie et, euh, et ce sera vraiment personnalisé justement à l'histoire de la personne. L'évaluation audiologique, ça, c'est un acte qui est réservé, donc c'est exclusivement des audiologistes qui peuvent le réaliser. Il y a l'audiogramme, je vais passer vraiment rapidement. L'audiogramme, c'est un graphique sur lequel on va aller inscrire les différents sons qui vont être entendus, les seuils auditifs. Et juste parce qu'on a un audiogramme, ça ne veut pas dire qu'on a une évaluation audiologique. L'audiogramme, c'est vraiment un outil pour inscrire l'audition d'une personne. Et dans le cas d'un dépistage, on peut aller faire des symboles dans un audiogramme aussi. Ça nous permet de voir le dépistage sonore, par exemple, pour aller voir à peu près quels sons qui ont été testés, à peu près où est-ce qu'on était au niveau des seuils auditifs. Globalement, donc, un dépistage auditif versus une évaluation audiologique, ce qui est à retenir, c'est, le dépistage, ça peut être fait par plusieurs professionnels. Infirmières, infirmiers, audioprothésistes, techniciens d'ORL, c'est pas un acte qui est réservé, donc plusieurs personnes peuvent le faire.
Et une évaluation audiologique, c'est exclusivement les audiologistes qui peuvent le faire. Dépistage auditif, on est plus soit réussite, échec ou des résultats approximatifs versus l'évaluation audiologique qui sont très détaillées, le type, le degré, les précisions par fréquence. Le dépistage auditif, ça ne tient pas en compte parce qu'on n'essaie pas d'aller trouver la cause de la perte auditive, donc ça ne tient pas en compte des antécédents du profil médical ou auditif de la personne versus l'évaluation audiologique. Et la seule façon de connaître, comme je disais, les causes possibles et les interventions adéquates pour la personne, c'est vraiment avec l'évaluation. Le dépistage ne permet pas de déterminer les causes, ni même si c'est permanent. Voilà. Donc là, j'ai lancé un petit peu des mots audioprothésiste, technicien d'ORL, tout ça. On va aller démystifier maintenant c'est qui les différents professionnels qui sont liés à l'audition. Euh, Donc, le technicien d'ORL, je ne l'ai pas mentionné parce que c'est pas nécessairement dans toutes les cliniques qu'on va en avoir, mais globalement, les professionnels de la santé auditive, les trois grandes catégories, là, on a les médecins ORL, les audiologistes et les audioprothésistes. Ce sont les trois plus représentés là, au niveau de la santé auditive. Vous avez ici un petit peu la différence entre les trois types de professionnels. Donc, au niveau de la scolarité, un ORL, c'est un doctorat en médecine suivi d'une résidence spécialisée de 5 ans. Et par la suite, il peut y avoir une surspécialisation qui est faite, notamment pour la chirurgie d'implant cochléaire, des choses comme ça. L'ORL, donc, c'est ce niveau de scolarité-là, fait partie de l'ordre d'un ordre professionnel, le Collège des médecins du Québec. Il se retrouve dans les centres hospitaliers au public ou sinon dans des cliniques universitaires et des cliniques privées dans le secteur privé. Je vous ai mis aussi des liens pour aller chercher un peu plus d'informations sur les différents professionnels si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller un petit peu plus loin là-dedans. L'audiologiste, c'est un baccalauréat suivi d'une maîtrise professionnelle en audiologie. Ils font partie de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Ces milieux de pratique sont le centre hospitalier, le centre de réadaptation et maintenant, on commence à avoir des centres de services scolaires, anciennement les commissions scolaires, qui ont aussi des audiologistes. Je pense qu'on en a 2 ou 3 en ce moment au Québec. Donc, ça commence tranquillement, l'audiologiste en milieu scolaire. Puis sinon, en privé, on les voit en clinique universitaire ou en clinique privée. Puis, les audioprothésistes, donc, c'est une technique en audioprothèse. Ils font partie de l'Ordre des audioprothésistes du Québec et ils pratiquent exclusivement en clinique privée. Pour le rôle de chacun, donc, le médecin ORL, vraiment, son travail, c'est le diagnostic des maladies de l'oreille, des oreilles, du nez et de la gorge. Ils déterminent des traitements médicaux requis et ils font de la chirurgie cervico-faciale. Donc, s'il y a des douleurs importantes à l'oreille, s'il y a besoin de chirurgie à l'oreille, tout ça, c'est vraiment l'ORL qui s'occupe de ça. Pour l'audiologiste, c'est le professionnel qui fait la prévention, l'évaluation, le traitement des troubles de l'audition et de l'équilibre. Puis l'ORL aussi est impliqué au niveau de l'équilibre, là. Il n'était pas écrit là, mais ça aussi. Ils font de la réadaptation auditive et peuvent déterminer des plans d'intervention. Et ils font l'évaluation des besoins et les recommandations appropriées. L'audioprothésiste, c'est le professionnel qui s'occupe de la vente et du conseil pour le choix des appareils auditifs et des aides techniques. Ils font des réparations et l'entretien des appareils et les ajustements de l'amplification auditive. À noter qu'au Québec, l'audiologiste n'a pas le droit d'avoir d'intérêt financier dans la vente de prothèses auditives. Donc, non seulement ils ne peuvent pas en vendre, mais ils ne peuvent pas non plus avoir une cote, par exemple, sur une vente d'un appareil auditif. Ce n'est pas, c'est complètement proscrit là, par l'ordre professionnel. Les autres professionnels qui gravitent autour de l'audition au Québec, on a les infirmiers, infirmières qui font par exemple du dépistage auditif en santé au travail ou qui peuvent faire des lavages d'oreilles, notamment en CLSC, en pharmacie, etc. Il y a les médecins de famille, naturellement, qui sont impliqués, entre autres, pour tout ce qui est les infections de l'oreille, comme les otites, ils peuvent faire des prescriptions pour ça. Ils peuvent faire aussi les requêtes, les références en audiologie et ils peuvent faire aussi des lavages d'oreilles. Puis, par exemple, dans les centres de réadaptation,
on a des équipes multidisciplinaires. Donc, il va y avoir des intervenants psychosociaux, comme des travailleurs sociaux, des psychologues, euh, psychoéducateurs, tout ça, orthophonistes, éducateurs spécialisés. Donc, il y a vraiment là, une grande équipe en arrière aussi qui peut intervenir dans la santé auditive et les personnes en fait qui ont des difficultés auditives. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et je vous reviens. Parfait. Donc, dernière étape, en fait, naviguer dans le système de santé auditive et savoir où référer une personne malentendante. Donc, c'est souvent quelque chose qui n'est pas clair pour plusieurs personnes. Donc, je veux vraiment essayer ici de prendre le temps de le regarder un petit peu plus en profondeur. La première chose, si vous avez des doutes sur votre audition, consultez. On sait que les études là, montrent que les personnes qui se rendent compte qu'ils ont des difficultés auditives attendent de 7 à 10 ans en moyenne avant de consulter. Et les études montrent aussi que la privation sensorielle ou le fait de ne pas avoir d'amplification auditive, de ne pas prendre d'action en lien avec l'audition, à long terme, ça a vraiment des conséquences néfastes. Notamment, là, ça peut être beaucoup plus difficile de s'adapter, par exemple, à des appareils auditifs si ça fait longtemps qu'on n'entend pas parce qu'il peut y avoir eu une réorganisation qui se fait au niveau du cerveau et qui fait en sorte que certains sons ne peuvent plus être entendus parce que ça a été vraiment réorganisé au niveau du cerveau. OK? Donc, de grâce, si vous avez des doutes sur votre audition, consultez. Maintenant, comment on fait pour consulter? Il y a plusieurs cheminements possibles. Pour faciliter un peu, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de cas de figure, j'ai préparé 2 patients fictifs qu'on va regarder un peu ensemble comment ces personnes-là peuvent aller chercher l'aide dont ils ont besoin pour leurs oreilles. Le premier patient fictif se nomme Alain. Il a 70 ans et il a des difficultés auditives. Il n'a jamais consulté pour son audition et il désire obtenir une évaluation audiologique. Première option pour Alain, c'est de consulter au public. Consulter au public, c'est gratuit tant et aussi longtemps qu'on a une carte d'assurance maladie du Québec valide. La première étape pour ça, par contre, c'est d'obtenir une référence. Donc, on va consulter le médecin de famille ou l'IPS, l'infirmière spécialisée. Euh, c'est vraiment la première étape. Le médecin va vérifier dans l'oreille et faire obtenir au besoin là, un lavage d'oreille. Puis, par la suite, on va obtenir une référence en audiologie en centre hospitalier. Et mis à part certains, je crois qu'il y a certains hôpitaux au Québec qui ont des façons un peu différentes de faire. Donc, Alain pourrait appeler dans son centre hospitalier pour savoir, premièrement, est-ce qu'il y a un service d'audiologie et deuxièmement, quelle est la procédure dans leur centre à eux pour obtenir là, une consultation. Mais de façon générale, c'est vraiment sur référence médicale. Et donc, c'est soit le médecin qui va acheminer directement, ben, ou son agent administratif, peu importe, et qui va acheminer par fax au service d'audiologie la requête pour obtenir une évaluation. Ou sinon, Alain devra lui-même là, envoyer la demande au service d'audiologie ou aller la porter en main propre. Donc, au public, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une requête, puis ensuite, on attend de se faire appeler par le service d'audiologie pour une évaluation. La deuxième option, c'est d'aller au privé. Donc, la première étape, c'est de trouver une clinique d'audiologie près de chez lui. Donc, ça peut être soit avec un moteur de recherche sur Internet ou sinon, on peut appeler l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec qui peut nous aider à trouver une clinique près de chez nous. Ou sinon, on peut aller sur le site aussi. Il y a un moteur de recherche, en fait, sur le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, dans lequel on peut entrer les informations de qu'est-ce qu'on recherche comme service. Donc, par exemple, là, ce serait une évaluation pour une perte auditive adulte. Donc, on peut tout rentrer ces critères-là et ça nous donne là, des audiologistes qui pratiquent près de chez nous.
Ensuite, une fois qu'on a trouvé la clinique, ben, on communique avec eux, on les appelle et on demande une évaluation audiologique. Et c'est important de demander là, de voir un audiologiste parce que souvent, les audiologistes et les audioprothésistes en privé peuvent travailler dans les mêmes bâtisses. Et il y a beaucoup, beaucoup de demandes avec les audioprothésistes. Donc, ça se peut qu'ils vous mettent d'emblée avec un audioprothésiste pour faire un dépistage. Étant donné que souvent, dans la majorité des cas, le dépistage peut être aussi gratuit avec les audioprothésistes. Donc, si on veut vraiment avoir l'information complète sur est-ce que c'est une perte auditive permanente et tout ça, il faut vraiment demander une évaluation avec un audiologiste et il faut le préciser dans la majorité des cas. Si Alain a des assurances, ben, il pourra probablement réclamer le montant de la consultation à ses assurances. C'est couvert par la grande majorité des assurances privées, là, les rendez-vous en audiologie. Puis, bon, il pourra demander un reçu à l'audiologiste, mais c'est pas mal fait d'emblée, ça aussi. Sa troisième option à Alain, c'est de consulter en clinique universitaire. Donc, on communique avec la clinique, on prend un rendez-vous en audiologie, puis encore une fois, s'il a des assurances, ça pourra être couvert à ce moment-là. Il y a présentement l'Université de Montréal et l'Université Laval qui ont des services d'audiologie, donc il pourra vérifier à ces endroits-là. Donc, c'était tout pour Alain. Maintenant, nous avons une deuxième patiente qui se nomme Karine. Karine est une femme de 50 ans qui a des difficultés auditives. Elle a déjà consulté en audiologie il y a 2 semaines, puis on lui a dit qu'elle avait une surdité neurosensorielle modérée. Elle désire avoir des appareils auditifs et avoir de l'aide en lien avec ses difficultés. Dans le cas où Karine, elle était éligible à des programmes, par exemple, la Régie d'assurance maladie du Québec peut couvrir l'achat d'un appareil auditif si on respecte certains critères auditifs. Il y en a aussi des critères avec la CNESST, il y en a avec la SAAQ, bref, anciens combattants, tout ça. Il y a plusieurs programmes qui existent et avec son histoire de cas, l'audiologiste va avoir repéré là, si la patiente, si Karine, elle est candidate à certains programmes. Donc, ça va avoir été discuté déjà avec elle à ce moment-là. Voilà. Donc, maintenant, elle va aller chercher là, un appareil auditif et de l'aide en lien avec ses difficultés. Donc, la première étape, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'obtenir une copie de son rapport audiologique parce qu'elle va en avoir de besoin étant donné que les appareils auditifs, c'est adapté 100% à sa perte auditive à elle. Donc, les appareils auditifs sont programmés, on entre vraiment la perte auditive de la personne, on peut aller rentrer l'audiogramme et la programmer dans l'appareil pour que l'appareil amplifie correctement chaque son en fonction de la perte auditive. Et ça peut être réajusté aussi aux besoins. Si la perte auditive change avec le temps, ben, un appareil, ça se réajuste en fonction de la perte auditive aussi. C'est vraiment comme, pensez comme un petit ordinateur là, qui est intégré dans l'appareil. Donc, ça peut toujours se réajuster aussi aux besoins. Donc, pour que ce soit bien ajusté à sa perte, il faut qu'elle ait sa copie de son rapport audiologique. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est soit en communiquant avec le centre hospitalier ou avec la clinique qu'on va l'obtenir. Ensuite, deuxième étape, c'est de consulter un audioprothésiste. Les audioprothésistes, c'est quand même facile à trouver. Il y en a vraiment beaucoup. On regarde sur Internet, là, puis on trouve un audioprothésiste près de chez nous. On appelle, on prend rendez-vous. Et à ce moment-là, l'audioprothésiste va pouvoir vraiment donner tous les conseils nécessaires à qu'est-ce qui serait un appareil auditif mieux adapté là, pour la personne. Ensuite de ça, Karine, elle peut aussi, soit avant ou en parallèle là, de l'achat d'un appareil auditif, consulter en centre de réadaptation. Au centre de réadaptation, en fait, comment on fait? Ça prend le rapport audiologique, encore une fois, parce qu'il faut qu'on ait déjà un diagnostic de perte auditive. Puis, donc, elle peut s'inscrire au centre de réadaptation. Pour le faire, ça prend une demande de service. Donc, il faut remplir le formulaire de demande de service. Ou sinon, on peut communiquer avec le centre de réadaptation de sa région par téléphone pour que la personne là, au centre de réadaptation puisse nous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qui est à remplir et pourra, dans certains cas, même le remplir avec Karine au téléphone, ce formulaire de demande de service-là.
Le formulaire de demande de service, il y en a un différent pour chaque région. Donc, pour celui du CIUS Centre-Sud de Montréal, qui est le CIUS dans lequel moi je travaille en ce moment, le Centre de recherche de l'Institut de gériatrie, on est dans le CIUS Centre-Sud de Montréal, de l'île de Montréal. Donc, vous avez le lien ici, mais sinon, il y en a vraiment pour toutes les régions ont leur formulaire de demande de service. Puis, pour trouver notre centre de réadaptation, pour l'audiologie, pour l'audition, c'est des centres de réadaptation en déficience physique, donc des CRDP. Il y a Audition Québec, qui est un organisme à but non lucratif, qui a sur son site Internet la liste des programmes de réadaptation du Québec. Donc, ça peut être vraiment une référence super pratique, là. Vous pouvez aller sur ce site-là puis trouver en fonction de votre région c'est quoi le nom de votre centre de réadaptation. Euh, donc, vous partez de là pour ensuite aller regarder le formulaire de demande de service ou pour trouver le numéro de téléphone et communiquer avec la personne du centre de réadaptation. Je vous ai fait là, une petite page en bref. Donc, il y a 3 secteurs de pratique en audiologie. Le centre diagnostic, qui est donc le public à l'hôpital, c'est gratuit. Euh, le, le centre diagnostic au privé, donc c'est en clinique, c'est payant ou le centre de réadaptation qui est une fois qu'on a un diagnostic de perte auditive, si on a des besoins supplémentaires. Donc, le centre de réadaptation peut vous aider à l'adaptation aux appareils auditifs, peut vous aider à différentes stratégies de communication, vous aider à mieux adapter votre milieu de travail, par exemple, ou même pour les études, là, les personnes qui vont à l'école, université ou autre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à mieux fonctionner auditivement. Donc, ce sont tous des services qui peuvent être offerts. Et il y a même aussi de la sensibilisation aux proches, des groupes de stratégie de communication, des groupes de lecture labiale. Il y a plein de services qui sont offerts à ce niveau-là. Donc, si vous avez une perte auditive diagnostiquée, n'hésitez pas aussi à communiquer avec les centres de réadaptation, surtout si vous avez de la difficulté malgré l'appareillage ou si vous n'êtes pas sûr de vouloir un appareillage, tout ça, ça peut tout être quelque chose qui est discuté là, en centre de réadaptation également. Donc, ça fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Ça va être maintenant le temps de la période de questions. Donc, je vais inviter Marie à se reconnecter pour gérer la période de questions. Merci beaucoup, Claudie, pour cette conférence extrêmement intéressante. En tout cas, de mon point de vue, on apprend beaucoup de choses, peu importe le rôle qu'on a à jouer. Donc, effectivement, on arrive à la période de questions. Je vous invite à utiliser le clavardage pour s'y faire. Donc, j'irai avec une première question. Qui en fait, une personne nous demande, est-ce que les personnes aînées peuvent se présenter en CLSC ou en GMF pour voir une infirmière pour un lavage d'oreilles sans prescription médicale? Pour les lavages d'oreilles, bon, là, je vais parler globalement, ça peut être, il y a tout le temps des subtilités, OK? Chaque CLSC, chaque GMF peut avoir ses propres façons de fonctionner, donc c'est important de, à la base, s'informer auprès là, de votre centre local. Mais, règle générale, on n'a pas besoin de référence médicale là, ou de requête ou quoi que ce soit pour avoir un lavage d'oreilles. Je sais qu'il y a certains CLSC qui en font encore, donc il faut seulement appeler, ils vont vous donner quelques informations puis vous allez avoir un rendez-vous. Et sinon, il y a aussi des pharmacies qui font des lavages d'oreilles, moyennant certains frais, par contre, à ce moment-là. La seule chose que je mettrais en garde, par contre, c'est pour les lavages d'oreilles, assurez-vous que c'est vraiment un bouchon de cérumen que vous avez, parce que généralement, ils ne vont pas vérifier avant de vous donner le protocole. Là, vous allez avoir comme des gouttes à mettre dans votre oreille et tout. Donc, il faut s'assurer que c'est vraiment de la cire et non pas, par exemple, une perforation tympanique. Si vous avez pris, par exemple, l'avion récemment et que vos oreilles sont bouchées depuis, euh, à ce moment-là, je n'irais pas vers un lavage d'oreilles, là, consulter un médecin. Vraiment, si vous voulez faire un lavage d'oreilles, assurez-vous que c'est vraiment du cérumen que vous avez besoin d'enlever. Mais non, il n'y a pas de référence médicale nécessaire là, pour un bouchon de cérumen, sauf s'il est bien bouché et que l'infirmière, par exemple, en CLSC, ne réussit pas à l'enlever, ils vont vous référer en ORL à ce moment-là pour une extraction plus spécifique, là, généralement. Merci, Claudie. Une autre question, une participant ou un participant souhaite savoir est-ce qu'il y a un âge minimum pour obtenir des services audiologiques? Non, non, il n'y a pas d'âge minimum. Vraiment,
Au niveau de la réadaptation, il peut y avoir des degrés de surdité qui sont, nécessaires pour être admis en centre de réadaptation, mais globalement, c'est que ça prend une surdité. Ça prend une perte auditive pour être admis, là, donc il peut y avoir des critères auditifs, mais pas d'âge. Pas Puis d'âge. même en centre hospitalier, je veux dire, les bébés ont des des dépistages et des évaluations audiologiques, en fonction de l'âge, oui. C'est 0-100 ans et plus. Merci. Il y a d'autres questions et elles sont ponctuées de remerciements là, pour la présentation. Donc, je me permets d'aller à la prochaine. Madame Thibault qui demande quoi faire avec une personne qui est appareillée mais qui ne veut pas porter ses appareils. Beh, je vous dirais ça, c'est un bon cas de réadaptation. Les audiologistes en réadaptation vont pouvoir là, avoir un petit peu plus d'informations sur pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un ne porte pas son appareil auditif. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas confortable? S'il n'est pas confortable au niveau physique, bien à ce moment-là, d'aller faire un nouveau moule avec l'audioprothésiste peut être la solution. Si c'est parce que l'adaptation à l'appareillage est trop difficile, parce qu'il trouve que tout est trop fort, bien, il y a des procédés qui existent pour ajuster tranquillement l'appareillage. C'est des mesures d'adaptation qu'on peut intégrer aussi. Donc, vraiment, tu sais, c'est soit de retourner voir l'audioprothésiste, soit de voir un audiologiste en réadaptation. Euh, il y a tellement de cas de figure, je ne pourrais pas aller directement de comment on fait. Mais oui, c'est sûr que la meilleure façon, c'est de retourner voir un professionnel pour nous aider et de déterminer c'est quoi qui fait en sorte que la personne ne les porte pas, là, puis ensuite on agit là-dessus. Merci. On nous demande si le PowerPoint va être accessible ou il sera versé sur la page sans problème. Une autre question, on est plus dans le domaine de la sensibilisation, donc comment sensibiliser notre société sur l'importance de soutenir et de faire connaître cette problématique que vivent nos aînés? C'est une excellente question. Ben, premièrement, on fait des webinaires. Non, mais c'est vraiment, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, là, de sensibiliser les gens avec ça. Et ben, nous, de notre côté, le laboratoire en audition et vieillissement, on essaie de mettre sur pied justement, tu sais, des webinaires, du matériel gratuit. On a une page YouTube, une page Facebook pour essayer justement de donner de l'information gratuitement et accessible. Mais vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, bien, premièrement, si vous êtes éligible à certains projets de recherche, participez à la recherche. Ça nous permet toujours d'aider à faire avancer les choses. Vous pouvez en parler autour de vous, normalisez-le. Si vous avez besoin d'appareil auditif, pourquoi pas y aller avec un rose fluo? Tu sais, pour de vrai, l'appareil auditif ne devrait pas être un tabou. Parlons-en, portez-les, soyez fiers de vos appareils, comme on est fiers de mettre des lunettes assorties avec nos vêtements, pourquoi pas les appareils? Je pense que tout passe par justement abolir le stigma, en parler, puis c'est ça, de ne pas se cacher de ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait beaucoup aider, là. Merci, Claudie, c'est inspirant. Une autre question, une participante voudrait savoir pour les évaluations cognitives, vous parlez de tests MoCA adaptés pour perte auditive. Où peut-on le trouver? Est-ce qu'il existe le test MMSE adapté pour ces personnes? Je ne serais pas capable d'aller dans les détails en lien avec ça. Le MoCA est adapté pour personnes malentendantes, là. On pourrait peut-être essayer de l'ajouter là, dans la page de l'événement à ce moment-là, parce que je ne pourrais pas là, expliquer verbalement comme ça où le trouver, là. Mais je sais qu'il existe, donc je pourrais le noter, puis on pourra l'ajouter peut-être là, à la page de la rencontre d'aujourd'hui à ce moment-là. Mais c'est d'essayer de les chercher sur internet. Je les connais pas par cœur, toutes, ceux qui sont adaptés pour, la perte auditive, malheureusement. Merci. Est-ce que vous pouvez décrire davantage ce qui est couvert par la RAMQ? On évoque le fait que c'est un appareil, une oreille qui est remboursée. Quels sont les critères? Les critères, là, je dois avouer que présentement, je suis pas à jour. Ça fait quand même un moment que j'ai pas fait de clinique, mais il y a certains critères, en fait, qui vont être déterminés aussi avec, l'audiologiste qui va faire l'évaluation audiologique, là. Donc, ils sont disponibles, si vous allez sur le site internet, le règlement sur les aides auditives, les textes de loi, là, il est vraiment écrit clairement, là, c'est quoi tous les critères. Il y a vraiment plusieurs informations, donc je ne peux pas passer à travers tout ça, mais c'est disponible sur le règlement sur les aides auditives là, du Québec.
Et donc, il y a certains appareils spécifiques qui sont couverts. Et généralement, oui, effectivement, avec la Régie d'assurance maladie, on parle d'un seul appareil qui est couvert, l'autre est aux frais de la personne qui les achète. Mais tout ça est disponible, là, entre autres, là, sur le site du gouvernement. Et parlez-en avec l'audiologiste que vous faites l'évaluation. Là, ils vont avoir vraiment toute l'information pour vous. C'est bon, je passe à une autre question. Une question. Comment faire porter les appareils auditifs à une personne atteinte de démence avancée? Ça, je vous dirais, c'est également un cas pour la réadaptation parce que là, tu sais, on parle, oui, de démence avancée, mais est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a de l'agressivité ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est inconfortable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est alité? Des fois, dans certains cas, l'appareil auditif ne sera pas la meilleure solution pour ces personnes-là. On pourrait parler à ce moment-là d'un amplificateur personnel ou d'autres types d'amplification parce que, comme je disais tout à l'heure, l'appareil auditif n'est pas la seule solution non plus qui existe. Et les audiologistes de réadaptation vont vraiment être les meilleures personnes pour vous aider là-dessus, justement parce qu'ils ont accès à toutes ces aides-là. Et il y a même un comptoir souvent là, de services des ASA, là, les aides de suppléance à l'audition, avec toutes les différentes adaptations possibles, puis ils vont pouvoir vous montrer les différents produits aussi qui existent. Donc, vraiment, la réadaptation va être notre amie pour, pour ces cas-là. Euh, à ce moment-là, oui, c'est ça. L'appareil auditif est indiqué, des fois non. Donc, c'est personnalisé. Je ne peux pas donner de recommandations spécifiques pour ça. Merci. Une des participantes mentionne que, bon, premièrement, que la conférence est très intéressante. Néanmoins, les démarches semblent compliquées pour accéder aux informations pouvant conduire à une consultation. Les personnes âgées de plus de 60 ans, peu techno, dit-elle, peuvent-elles accéder à ces services et comment? Oui, donc là, on parle de le centre diagnostic ou le centre de réadaptation. C'est à ces services, c'est juste écrit en général, là. On n'a pas la précision. Sinon, si Madame, vous souhaitez préciser, là, n'hésitez pas à le faire en clavardage. Parce que dans le fond, un peu comme j'expliquais, là, pour ce qui est diagnostic, vous pouvez appeler là, voyons, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Il y a une ligne. Donc, il y a façon de parler à quelqu'un pour justement avoir de l'aide pour trouver une clinique. Puis, pour ce qui est du centre de réadaptation, bien, encore une fois, c'est sûr que si on n'a pas accès à l'Internet, ça peut être un petit peu plus difficile, mais on peut quand même parler aussi avec l'Ordre. Mais vraiment, tu sais, les sites Internet que j'ai donnés, là, donc il y a le site Internet d'Audition Québec qui a tous les centres de réadaptation. On clique sur notre centre de réadaptation, puis il y a un numéro de téléphone, fait qu'on peut appeler. Ça finit là en termes de difficulté. Puis pour trouver un audiologiste au public, encore une fois, tu sais, si on veut, on peut aller voir notre médecin de famille, puis eux, ils vont nous faire la référence là, vers le service d'audiologie, là. Donc, ça, ça a l'air compliqué, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de cas de figure, mais en tant que tel, il y a une option simple à chacune de ces parcours-là, en fait, là. Merci. Une autre question, est-ce que ça prendrait une évaluation auditive pour quelqu'un qui entend mieux en portant des bloqueurs partiels de bruit? Exemple, Flair Audio. Flair Audio. Je dois avouer que je ne connais pas ce dont on est en train de parler. Mais moi, à la base, je vous dirais, si vous avez une inquiétude sur votre audition, consultez un audiologiste. C'est le professionnel qui est là justement pour aller faire le tour en long et en large de cette question-là. Donc, que ce soit une inquiétude à cause, ça peut être, tu sais, une perte auditive, oui, mais ça peut être une intolérance au son. Quelqu'un qui entend tout trop fort, que tout lui dérange, bien ça aussi, c'est un cas qu'on peut aller consulter un audiologiste. Donc, peu importe, là, si le moindrement vous avez une inquiétude en lien avec votre audition, bien, consultez un audiologiste. Là, dans le cadre de la conférence, je me suis ciblée sur la perte auditive, la presbyacousie, parce que c'est le thème de la rencontre. Mais un audiologiste, ça ne fait pas juste évaluer des presbyacousies, là. C'est tout ce qui a trait à l'audition, en long et en large, là. Vous avez une inquiétude, consultez. Merci. Est-ce qu'il y a des seuils au-dessus duquel il faut appareiller une personne en contexte de presbyacousie? Est-ce qu'il y a certains critères ou est-ce subjectif? Les deux. Donc, c'est ça le travail d'un audiologiste.
Un audiologiste, ça fait pas juste évaluer votre audition puis donner des appareils auditifs. Tu sais, premièrement, bon, ça donne pas d'appareils auditifs, mais c'est pour ça qu'on a toute l'histoire de cas en arrière, l'évaluation des besoins, les recommandations. Si un audiologiste a un patient qui vient dans sa clinique et qui lui dit, moi, des appareils auditifs, je veux rien savoir de ça, ben, l'audiologiste ne va pas faire non, non, mais monsieur, vous n'avez pas le choix, ça vous prend des appareils. C'est ça, ce ne sera pas ça la réponse. Il y a plein d'options possibles. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'aller voir un audiologiste parce qu'on ne veut pas d'appareil auditif. Il y en a d'autres solutions. Fait que, tu sais, le fameux, est-ce qu'il y a des seuils auditifs pour lesquels on a appareil? Non. Il y a un degré de difficulté puis une volonté qui va nous faire mettre des appareils auditifs. Donc, si la personne ne veut rien savoir des appareils auditifs, on va aller vers d'autres options. Et si une personne n'a pas une surdité suffisante pour être appareillée, ça veut dire qu'elle n'est pas dans les critères de la RAMQ pour être appareillée, on va le mettre dans ces mots-là, mais qu'elle a de la difficulté à entendre, bien, pourquoi pas y aller vers un appareil si ça l'aide? Puis bon, là, j'en ai pas parlé, mais il y a façon des fois d'avoir des périodes d'essai d'appareils auditifs de 1 mois. Tu sais, il y a plein d'options possibles. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est tellement personnalisé. Allez-y vraiment avec votre audiologiste. Ça va être la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui vous convient à vous, là. Il n'y a pas de seuil spécifique qu'on va dire, ah non, pas d'appareil pour vous. Ah oui, un appareil pour vous. C'est en fonction des besoins, là. Parfait. Une dernier commentaire et question, en fait, d'une infirmière en promotion de la santé d'un service d'information du CIUS Centre-Ouest qui nous dit collaborer avec des organismes communautaires pour informer les usagers. Elle reçoit des fois des demandes de sujets spécifiques comme les problèmes auditifs. Est-ce qu'il y a moyen de faire un lien avec vous pour adapter, faire des présentations pour le public? Communiquer avec nous, certainement. Certainement, on verra ensuite qu'est-ce qui est possible de faire, mais oui, c'est dans nous, on veut faire là, une série de webinaires, là, puis Marie, je vais pas, je vais pas voler le punch de fin, mais oui, on est toujours heureux de pouvoir collaborer quand c'est quelque chose qui est possible, là. Puis on a aussi des organismes partenaires qui pourraient être intéressés là, à faire un partenariat avec vous également, là, mais oui, ça fait partie de notre mission là, de sensibiliser le public. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis on verra qu'est-ce qui est possible de faire par la suite. Merci. Ceci mettrait fin à la période de questions. Je sais qu'il y en a d'autres. On va les garder, on va les capter, puis on tentera d'y répondre dans la suite de ce webinaire. Merci infiniment, Claudie. Merci aux participants. Je pense que ça démontre à quel point la question de l'audition est importante et nous concerne tous. Il est important d'en apprendre davantage sur cette question, quel que soit notre rôle. J'espère que vous ressortez de cette rencontre plus outillés. Donc, avant de conclure, quelques petites informations pratiques. L'enregistrement de la présentation sera disponible très prochainement. Nous vous tiendrons informés avec l'ajout de la documentation dont on a parlé dans le cadre de notre échange. Également, un court formulaire d'évaluation vous sera transmis dans le clavardage et par courriel dans quelques instants. Nous vous invitons vraiment à le remplir parce que votre rétroaction est extrêmement précieuse aussi pour le développement de nos prochaines activités. Et n'hésitez jamais à nous faire part de thèmes de conférences qui pourraient également vous intéresser. Alors, sur ce, je vous remercie de votre présence. Nous vous souhaitons que ces échanges puissent se poursuivre entre nous et au sein de vos différents milieux. Sur ce, une très belle journée à tout le monde et merci encore, Claudie Bourgeois, pour cette conférence. Merci beaucoup pour le panel